Je vais présenter la deuxième intervenante, Raphaëlle Maison, qui est juriste. Elle est professeure de droit international à l'université de Paris-Sud, qui s'appelait Paris-Saclay avant, c'est ça? C'est le contraire. C'est le contraire. Donc elle s'appelle Paris-Saclay maintenant. Mais on s'y perd, on s'y perd. Oui, oui, bah. Seul le Collège de France reste depuis presque 500 ans le Collège de France. Quelle chance. Et donc, elle s'intéresse à la justice pénale internationale, et notamment dans le cadre des crimes de masse et de leur traitement, en particulier le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Elle a également travaillé sur l'action des juges et sur la manière dont ils prennent leurs décisions et la qualité donc des poursuites pénales internationales, et notamment a écrit sur la restriction du mandat de la procureure Carla Del Ponte. Elle a exploré aussi, dans une perspective assez différente, les archives de l'Élysée pour analyser les discours politiques ou diplomatiques en rapport avec le génocide rwandais, à propos desquels elle a écrit un article dans la revue Esprit. Et son livre « Coupable de résistance » porte sur le cas de Nasser Oric, un héros combattant de Srebrenica, qui a été poursuivi par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, et sur des rapports, semble-t-il, mensongers des Serbes, des assaillants serbes, et qui a été finalement acquitté. Et donc je me réjouis d'avoir son expertise sur les crimes commis à Gaza, et sa conférence a pour titre « Mémoire, histoire et temps présent, le cas de Gaza ». Merci pour cette présentation. Je voudrais d'abord remercier infiniment le professeur Samantha Besson et le professeur Henri Laurence de leur invitation, parce que ce n'est pas toujours très simple d'avoir des invitations à s'exprimer sur le sujet, comme nous le savons tous ici. Donc je suis vraiment très heureuse, et puis aussi je suis très honorée de m'exprimer après le professeur Bartov, qui est un très grand historien, et aussi en présence du professeur Fassin, qui a écrit ce très beau livre sur le consentement à l'écrasement de Gaza. Donc, le génocide de Gaza présente un certain nombre de traits particuliers, et parmi ces traits, un discours justificatif, dont il a été un peu question, qui instrumentalise l'histoire, et ceci de différentes manières. C'est sur quoi j'insisterai aujourd'hui. Alors, cette instrumentalisation de l'histoire, elle n'est pas nouvelle, mais ici, pour l'opinion publique large, pour l'opinion publique occidentale, le discours justificatif ou la propagande a joué un rôle important dans le consentement initial au génocide. Donc, la réaction à ce génocide du temps présent a été, me semble-t-il, retardée par la convocation renouvelée d'une partie de l'histoire et l'oubli renouvelé d'une autre partie de l'histoire. J'essaie de rester dans le sujet du colloque. Et elle a été retardée, la réaction au génocide, par l'appel aussi aux mémoires occidentales, je ne parlerai pas nécessairement d'histoire, mais aux mémoires occidentales, dans une volonté d'intimidation, un appel à des mémoires occidentales ramenant finalement les peuples européens à une culpabilité globale qu'ils devraient assumer. Ainsi, pour le ministre français des Affaires étrangères, qui fut un temps le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, s'associer à la procédure initiée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice, sur la base de la Convention sur le génocide, comme vous l'avez bien compris, ça aurait été pour la France franchir un seuil moral. Déclaration de janvier 2024 sur une question de la députée Obono. Donc une des spécificités, il y en aurait beaucoup, du génocide de Gaza, c'est qu'il prospère dans le monde occidental sur une instrumentalisation de l'histoire qui n'est pas nouvelle, je crois, mais dont l'expression s'est radicalisée, et sur la mémoire, et aussi sur la mémoire construite d'une haine générale contre les Juifs, associant tous les peuples européens sans distinction au choix qui a été fait de leur destruction.
Alors, plus récemment, les positions politiques ont un peu évolué, prenant un tour que je ne peux pas ne pas citer, ça a déjà été cité ce matin, puisque répondant à une question posée par un journaliste le 13 mai 2025, le président français affirmait « Ce n'est pas à un responsable politique d'employer le terme de génocide, c'est aux historiens le moment venu ». Ça a été cité ce matin. Alors évidemment, juridiquement ou politiquement, c'est tout à fait contestable, et juridiquement, c'est tout à fait faux, puisque sur le terrain juridique, la Convention sur le génocide, j'ai l'habitude d'utiliser cette formule que j'aime bien, ce n'est pas une convention de commémoration. Et la Cour internationale de justice a dit à plusieurs reprises le risque de génocide à Gaza dès janvier 2024. Ce qu'a dit la Cour internationale de justice exige de tous les États qu'ils agissent en urgence, et les États, ce sont leurs responsables politiques et militaires. Donc, en droit, et la Cour internationale de justice et la Convention de 1948 exigent du président français non seulement qu'il emploie le terme, mais qu'il prenne les mesures qu'exige de tous les États la Convention sur le génocide. J'y reviendrai. Alors, toujours dans ces moments de prise de parole récente, un historien, Vincent Duclerc, pour le nommer, puisqu'il s'est exprimé très récemment, a relayé en quelque sorte cette parole juste avant ce colloque, dans une tribune que je trouve pleine d'ambiguïté et tout à fait problématique, mais dont le sens est finalement de réfuter l'emploi du terme de génocide pour Gaza. C'est globalement le sens de cette tribune, tout en affirmant d'ailleurs que les historiens, je le cite, travaillent sur la longue durée et ne peuvent y faire entrer le présent. Alors, si l'historien travaille dans cette optique, je pense qu'il vaudrait mieux ne pas s'exprimer plutôt qu'affirmer de but en blanc que l'emploi de la notion serait contre-productive. D'ailleurs, on ne comprend pas bien pourquoi elle serait contre-productive dans la tribune. Et il vaudrait mieux ne pas s'exprimer dans cette optique plutôt que de convoquer de nouveau le soupçon qui vient d'être évoqué, le soupçon de l'antisémitisme, en identifiant dans l'emploi du mot, je cite, une troublante délectation à accuser le peuple survivant de la Shoah d'une perpétration de génocide. Cette troublante délectation, vous l'avez compris, c'est évidemment le soupçon de l'antisémitisme. Et d'ailleurs, cette formule assimile le peuple juif à Israël, comme si ce n'était pas un État qui était en cause. Donc, je ne vais pas trop développer sur cette tribune, mais comme certains l'ont lu, puisqu'elle a déjà été relayée dans les médias, elle a déjà fait l'objet de commentaires, je me sens tenue d'en dire quelques mots, d'autant plus que je n'ai pas accès au Monde, donc je profite du Collège de France. Donc, je dirais simplement que moi, j'ai quand même été surprise que cet historien soit si certain de l'absence de génocide. Il a précédemment présidé une commission d'historiens dont le travail portait sur l'influence française dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Et dans le rapport de cette commission, tout à fait intéressant d'ailleurs, il dénonçait, je cite, la faillite intellectuelle des élites administratives et politiques françaises dans les années 90. Il dénonçait un aveuglement, je le cite, marqué par, je cite toujours, des biais cognitifs. Donc, pour moi, en tout cas pour moi, ce sont les mêmes biais cognitifs qui prévalent aujourd'hui, et puisque les vies palestiniennes ne semblent pas valoir grand-chose, alors même que les éléments de la définition juridique du génocide sont clairement présents à Gaza. Le professeur Bartov vous a donné toute une série d'éléments factuels, et bien sûr, ça sera très intéressant de faire le récit de cette stratégie israélienne. Pour ma part, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait un long article pour la revue belge de droit international qui est sous presse, mais qui est déjà disponible sur HAL parce qu'il est fait depuis octobre 2024, donc j'étais pas très contente qu'il soit pas encore publié, ça vous couperait. Et donc j'ai réussi à le mettre sur HAL, où je discute tous les éléments, de la définition s'agissant de Gaza. Donc ça, je ne vais pas refaire cela aujourd'hui parce que je pense que c'était pas vraiment la commande, mais évidemment, je pourrais répondre à des questions. Et d'ailleurs, moi, j'ai moi-même des questions à poser à Omer Bartov. Donc, pour revenir à cette tribune, on est en présence
me semble-t-il, d'un positionnement intellectuel d'arrière-garde qui se manifeste en France, alors même que nous sommes sur le point d'observer la disparition totale du peuple de Gaza, du peuple palestinien de Gaza. Ce positionnement d'arrière-garde, qui est quand même assez général, me fait penser aux propos de Francesca Albanese, qui a parfois décrit les universités comme étant les nouveaux bastions de l'obscurantisme. Alors bien sûr, il faut relever que cet obscurantisme a aussi un rapport avec les intimidations subies par les chercheurs compétents sur le sujet, qui n'ont globalement pas pu s'exprimer à destination du grand public. Alors, dans un premier temps, j'ai pas beaucoup de temps, donc ma contribution écrite sera évidemment plus précise. J'évoquerai l'instrumentalisation de l'histoire telle qu'elle se manifeste dans les sources diplomatiques accessibles, c'est-à-dire ici les procès-verbaux des réunions du Conseil de sécurité. J'avais fait déjà l'analyse de ces procès-verbaux des réunions du Conseil de sécurité des Nations Unies pendant la période du génocide des Tutsis au Rwanda, et c'était très instructif. Donc je pense que là, on pourra le refaire de manière systématique, sauf que là, ça sera sur maintenant 20 mois. Donc ça fait beaucoup de documents à analyser. Donc je me base sur des sources juridiques qui sont plus faciles à manier pour une non-historienne. Dans un second temps, j'examinerai la fonction de cette instrumentalisation, si j'ai encore le temps. Le génocide de Gaza étant en cours, et finalement, j'examinerai les moyens. J'insisterai sur le fait qu'il est nécessaire de dépasser la réflexion purement académique pour identifier les moyens d'action restant à ce jour. Puisque le droit, pour nous, le droit invite d'abord à l'action, le droit sur le génocide invite d'abord à l'action. Il est immédiatement mobilisable et il n'est pas du tout question pour un juriste d'attendre le moment venu, c'est-à-dire le moment où tous ou presque tous seront morts. Donc là, dans la dernière partie, je poserai quelques interrogations, quelques questions pour essentiellement mes collègues juristes pour savoir quel type de discours on peut désormais porter face à la mort qui avance. Donc, dans un premier temps, l'instrumentalisation de l'histoire. Donc, il y a deux temps. D'abord, l'instrumentalisation de l'histoire par la convocation de la destruction des Juifs d'Europe, ce que j'appellerais une instrumentalisation active. Dans cette instrumentalisation active de l'histoire, ce qui domine au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est l'assimilation des Palestiniens aux nazis. Bon, je crois savoir en fait que ça n'est pas nouveau, mais c'est quand même une version assez virulente, je crois, qui a été livrée par le représentant d'Israël aux Nations Unies en octobre 2023. L'argument se déploie de la manière suivante. D'abord, les événements du 7 octobre sont assimilés tantôt à un pogrom, tantôt au, je cite, plus grand massacre de Juifs depuis l'Holocauste. Ceci doit conduire à considérer les groupes armés palestiniens et les Palestiniens de Gaza par extension comme étant animés par une volonté d'éradiquer les Juifs, volonté qu'ils n'auraient pas pu réaliser entièrement le 7 octobre, mais qui reste leur objectif. Donc il faut soutenir Israël, car sa population juive est immédiatement menacée d'un second holocauste. Bon, moi, je n'avais pas tout de suite compris que c'était le discours israélien officiel avant de lire les propos d'Israël devant le Conseil de sécurité, qui ensuite est largement restitué dans les médias français, bien sûr. Donc je vais vous donner un résumé de ces propos, ce que je trouve assez instructif. En octobre 2023, donc, le représentant d'Israël, Gilad Erdan, cherche à persuader le Conseil de sécurité de condamner le Hamas comme terroriste et de s'associer à la réaction de légitime défense d'Israël. Ça a marché un temps, vous vous souvenez peut-être des propos du président Macron assimilant Hamas à Daesh et espérant une coalition internationale pour lutter contre le Hamas. Donc le 16 octobre 2023, on voit bien dans ces propos du représentant israélien qu'il y a cette idée qui est avancée d'une menace génocidaire pour les Juifs israéliens. Le 16 octobre 2023, il affirme que l'attaque du 7 octobre est une nouvelle tentative de génocide des Juifs, perpétrée par un groupe, je cite, mu par une idéologie qui ne diffère en rien de celle des nazis. Le Hamas, affirme-t-il, je cite, veut nous exterminer, voilà son objectif, son but déclaré. Et sa charte, je cite toujours, c'est Mein Kampf d'Hitler dopé aux anabolisants. Le Hamas est, je cite, un cancer terroriste et génocidaire assoiffé de sang israélien. Le 18 octobre, il affirme dans la même veine, je cite, les membres du Hamas ne croient qu'à l'extermination des Juifs et à l'anéantissement de l'État juif. Rien ne peut changer leur idéologie génocidaire. Ils ont, je cite, tenté de perpétrer un autre génocide juif.
L'attaque du 7 octobre est ainsi qualifiée de pogrom, où des milliers d'impitoyables nazis du Hamas ont envahi Israël. Tentant de justifier la réaction israélienne à l'attaque, Gilad Erdan se livre le même jour à une leçon d'histoire, puisque depuis le retrait israélien de Gaza, donc en 2005, je cite, le Hamas a transformé chaque parcelle de la bande de Gaza en machine de guerre. Dès lors, l'on ne peut se fier à aucune information provenant de Gaza. Le Hamas dirige Gaza, le Hamas dirige toutes les institutions de Gaza. Et, poursuit-il, il est entièrement responsable des morts civiles à Gaza, je cite, car il se cache derrière sa propre population civile afin, lorsqu'Israël riposte, de pouvoir faire défiler les corps des civils gazaouites derrière lesquels il s'est caché. Le 16 octobre, il relevait aussi que ce sont bien ces civils, d'ailleurs, qui ont, je cite, élu les meurtriers du Hamas qui ressemblent tant à Daesh. Donc, terroristes génocidaires, sauvages, terroristes tueurs de bébés, entités infâmes, djihadistes sauvages, sauvages barbares, monstres terroristes et barbares, impitoyables nazis et cellules cancéreuses qui doivent être éradiquées, tel est le vocabulaire employé par Israël à l'ONU dans cette séquence, tandis que l'histoire de la destruction des Juifs d'Europe est dûment convoquée et rapportée à l'attaque du Hamas le 7 octobre. Je cite enfin, pour le rappel de cette histoire, je cite, « L'Organisation des Nations Unies a été fondée sur les cendres de l'Holocauste, génocide du peuple juif, et il y a à peine plus d'une semaine, nous avons été témoins d'une nouvelle tentative de génocide des Juifs, le massacre par les nazis du Hamas de nourrissons, de mères, de pères et de personnes âgées. » Alors, cette rhétorique, elle continue d'être propagée par nombre d'États occidentaux. Les États-Unis, évidemment. Et là, je me déplace sur plus d'un an. J'ai regardé les procès-verbaux du Conseil de sécurité lors de la séance du 4 juin 2025, où le Conseil n'a pas pu adopter une résolution de cessez-le-feu en raison du veto américain. Donc les États-Unis, le 4 juin 2025, nous disent « C'est le Hamas qui a déclenché ce conflit sanglant le 7 octobre 2023, lorsqu'il a commis le pire massacre de Juifs depuis l'Holocauste. » Bon, c'est la parole états-unienne, on n'est pas trop surpris, mais c'est aussi la parole française. Et j'ai été quand même un petit peu surprise de lire dans 2 déclarations toutes récentes que nous en étions toujours là. Le 18 mars 2025, au Conseil de sécurité, je cite, c'est la France. « La France ne cessera de condamner les attaques terroristes commises par le Hamas et d'autres groupes terroristes qui constituent le pire massacre antisémite depuis la Shoah. » Suit une référence aux violences sexuelles commises par ces groupes terroristes, sans évidemment de référence au rapport de l'ONU sur les violences sexuelles commises par Israël. Le 20 mars 2025, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur Bonnafont, toujours devant le Conseil de sécurité, « Nous n'oublierons pas le traumatisme subi le 7 octobre 2023, attaque qui constitue le pire massacre antisémite depuis la Shoah. » Ce à quoi il fait suivre la formule « Nous reconnaissons le droit d'Israël à se défendre ». Vous avez ce mantra constamment répété par les États-Unis, mais aussi par d'autres États occidentaux. Alors évidemment, cette instrumentalisation de l'Holocauste va de pair avec l'omission de l'histoire des Palestiniens, car pour affirmer que l'objectif des Palestiniens est de détruire les Juifs, il faut occulter le projet de libération nationale face à une occupation illicite et face à une oppression qui a pris des formes variées depuis le mandat britannique, en passant par le moment particulièrement traumatique de la Nakba. Ça sera mon deuxième point, l'instrumentalisation de l'histoire par l'omission, l'instrumentalisation par l'omission de l'histoire des Palestiniens. Bon, j'appellerais ça provisoirement une instrumentalisation par omission ou passive. Donc ici, tout doit commencer le 7 octobre, évidemment. Et c'est une des raisons pour lesquelles toute prise de parole acceptable dans le monde occidental doit rappeler ce commencement et débuter par la condamnation des crimes du Hamas. Dans les derniers échanges au Conseil de sécurité, le 4 juin 2025, le représentant d'Israël continue de dénoncer ceux des États qui n'ont pas mentionné, donc le 4 juin 2025, qui n'ont pas mentionné une condamnation du Hamas. Les États qui ne se réfèrent pas en 2025 au 7 octobre 2023 sont d'ailleurs souvent ceux qui insistent sur l'histoire du peuple palestinien. Pour reprendre cette dernière séance, les prises de parole du 5 juin 2025, il s'agit du groupe arabe s'exprimant par la voix du Yémen, du Pakistan et de l'Algérie. Le silence sur l'histoire palestinienne permet également d'écarter l'hypothèse du génocide.
hein, car ce silence permet de ne pas inscrire l'extrême violence de l'offensive israélienne dans un continuum d'oppression. Je rappelle ici au minimum, mais vous le savez tous, que le siège de Gaza ne date pas du 7 octobre 2023. Et d'ailleurs, d'un point de vue juridique, que les Nations Unies avaient déjà avancé l'hypothèse du crime contre l'humanité dès 2009. Effacer l'histoire palestinienne, ça permet aussi, là je suis un peu moins sûre de moi, mais ça permet aussi de présenter l'offensive israélienne comme une punition collective. Ça, c'est un vocabulaire de l'ONU, hein, pas seulement des États-Unis, de la France, c'est le vocabulaire de l'ONU, c'est le langage des responsables politiques de l'ONU, secrétaire général par exemple, hein, c'est une punition collective. Alors, moi, ça me gêne un petit peu quand même, parce qu'une punition collective, c'est bien sûr un crime de guerre, mais ce n'est pas un génocide. Et par punition collective, le terme suggère qu'on punit pour quelque chose qui a été fait, même si la punition est illicite parce qu'elle est collective. Et qu'est-ce qu'on punit alors ? Eh bien, on punit le vote pour le Hamas en 2006 de la population, ou bien on punit de nos jours les attaques nazies du 7 octobre. C'est pas moi qui parle, évidemment. La punition n'est pas nécessairement donc imméritée, elle ne l'est que parce qu'elle est collective. Donc moi, j'invite quand même à faire attention à l'emploi de cette rhétorique qui est partiellement justificative. Je profite de ces développements sur l'effacement de l'histoire palestinienne pour signaler une autre spécificité du génocide de Gaza, une spécificité qui est à la fois historique et juridique. On a beaucoup parlé de la Convention sur le génocide, bien entendu, et elle semble avoir été plutôt pensée pour prévenir la destruction de peuples minoritaires au sein d'un ou plusieurs États. Mais il est tout à fait frappant, et c'est un article qui est rarement commenté, de constater que cette Convention exclut son application aux territoires colonisés. Elle exclut son application aux situations d'oppression coloniale. C'est l'article 12 de la Convention, que je peux citer parce qu'il est tellement extraordinaire. Toute partie contractante pourra à tout moment, par notification adressée au secrétaire général des Nations Unies, étendre l'application de la présente Convention à tous les territoires ou à l'un quelconque des territoires dont elle dirige les relations internationales, les relations extérieures, pardon. Donc sans notification, eh bien, la Convention ne s'applique pas aux territoires colonisés. C'est quand même extraordinaire pour cette magnifique convention qui naît en même temps que la Déclaration universelle des droits de l'homme. Excusez-moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Bon, alors cet article 12, quand même, notons qu'il a suscité les protestations des États socialistes, notamment de l'URSS, signataire en 1949. Je cite la déclaration de l'Union soviétique. Elle n'accepte pas les termes de l'article 12 de la Convention et estime que toutes les clauses de ladite Convention devraient s'appliquer aux territoires non autonomes, y compris les territoires sous tutelle. Donc là, on parle des territoires colonisés. Pour Gaza, l'une des spécificités du génocide est qu'il n'est pas perpétré contre une population minoritaire, en fait, mais contre une population occupée dans le cadre d'une occupation qu'on peut peut-être qualifier comme étant de type colonial. Je ne m'avance pas trop parce que je sais que tout le monde n'est pas d'accord sur ce point. Mais on peut dire occupation de type colonial parce que c'est ce qui résulte du droit applicable. Parce que le peuple palestinien, on l'a vu très bien dans l'avis qui a été rendu cet été, et dans le contexte duquel Monique Chemelier-Gendron a fait cette si extraordinaire plaidoirie que j'invite tout le monde à aller regarder. Eh bien, dans le cadre de l'avis de juillet 2024, la Cour se fonde sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes pour qualifier l'illicéité de l'occupation israélienne. Et c'est un droit qui a été construit par l'Assemblée générale dans la période de la décolonisation pour les peuples colonisés. C'est pour ça que je parle d'occupation de type colonial, parce que la Cour internationale de justice, comme les Nations unies, généralement estiment que le peuple palestinien relève du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et donc que s'y applique cette normativité construite dans la période de la décolonisation pour les peuples colonisés. Alors cette spécificité du génocide à Gaza explique d'ailleurs largement le soutien de nombre d'États du Sud, anciennement colonisés, à la Palestine. Elle explique aussi le soutien à Israël des États occidentaux, puisque les plus puissants de ces États ont pratiqué, parfois jusque très récemment, le colonialisme sous différentes formes.
Et d'ailleurs, certains juristes signalent, comme Craig Mokhiber, qu'aux Nations Unies, vous savez, il y a plusieurs groupes régionaux, et il y a un seul groupe qui n'est pas vraiment régional, c'est le groupe des États d'Europe occidentale, puisqu'il rassemble des États d'Europe occidentale, mais aussi les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qui ont finalement, en définitive, tous ces États étant rassemblés finalement par une forme de passé colonial. Et bien sûr, Israël fait partie de ce groupe. Donc je dirais que c'est la deuxième partie de mon intervention. La fonction de l'instrumentalisation de l'histoire, c'est évidemment d'empêcher l'action face au génocide de Gaza. Instrumentaliser l'histoire permet donc de ne pas comprendre l'offensive israélienne et le siège comme relevant d'un génocide, et écarter cette catégorie permet de ne pas agir. Bon, moi, je vais aller très très vite, parce qu'on lit parfois, mais finalement, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, c'est aussi grave qu'un génocide. Pourquoi vous insistez sur génocide? C'est absurde. Bon, alors, on a relevé l'aspect symbolique. Vous l'avez très bien dit, cher collègue, le professeur Métro. Personne ne veut plaider coupable de génocide. On peut plaider coupable de crimes de guerre. C'est pas une bonne idée non plus de plaider coupable de crimes contre l'humanité, mais enfin bon, ça c'est un autre problème. C'est par-delà l'aspect symbolique, il y a un régime différent. Donc ça, il faut que certains historiens qui s'expriment pour dire mais c'est contre-productif, de toute façon il y a d'autres crimes. Non, il faut qu'ils le comprennent. On est face à un régime spécifique. Une partie de ce régime spécifique, c'est que vous avez la possibilité de saisir la Cour internationale de justice. Vous ne pouvez pas saisir la Cour sur crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. Et vous avez vu l'importance et l'effet de la saisine de la Cour. Bon, ça n'a pas arrêté le génocide, mais ça a quand même changé la représentation des événements. Ça ne peut pas être fait pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. D'autre part, vous avez l'obligation de prévenir. C'est-à-dire que les États doivent agir tout de suite dès lors qu'il y a un risque sérieux de génocide. C'est pour ça que le président Macron, probablement, nous dit « bon, on verra ça plus tard ». Parce que là, on ne va pas quand même agir. Enfin, on va quand même se relever les manches, il a dit, mais peut-être le moment venu. Donc, il y a une forme d'effacement du génocide que je constate aussi, et ça me perturbe plus, que je constate aussi dans le discours des organes de l'ONU eux-mêmes. Et j'en avais parlé à Monique. J'étais très surprise de voir que dans la résolution de l'Assemblée générale qui saisit la Cour de la demande d'avis sur l'UNRWA, il n'est pas question de génocide, il n'est pas question des ordonnances de la CIJ, alors même qu'une des ordonnances de la CIJ porte sur la famine et que la demande d'avis portait également sur la question de la famine. Ça m'a beaucoup choquée. Bon, on m'a dit que ça pouvait venir peut-être de l'autorité palestinienne elle-même, c'est ce que j'ai entendu dire, ce que je trouve vraiment regrettable pour ma part. Ce que je veux dire, c'est que cette catégorie, et je résume, l'invocation de cette catégorie a quand même bouleversé la représentation juridique du conflit, je pense. D'abord, je vais très vite, parce qu'il n'est plus question d'invoquer la légitime défense pour justifier l'offensive. Et à l'inverse, l'histoire du blocus à laquelle renvoie la réflexion sur le génocide permet de considérer Israël comme agresseur. Certains collègues l'affirment, spécialistes de légitime défense. Ensuite, l'identification du groupe cible comme un peuple relevant du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes fait réapparaître l'humanité politique des Palestiniens de Gaza. Ce ne sont pas des terroristes nazis. Et puis enfin, moi je pense que l'émergence de la catégorie du génocide, dans cette forme spécifique, exige de repenser le statut des combattants de Gaza. Il relève en droit de la guerre de mouvements de résistance, c'est un terme du droit, il relève en droit de la guerre de mouvements de résistance organisée ou de mouvements de libération nationale, voire si on retient l'hypothèse étatique d'une armée. Et face à une occupation devenue génocidaire, il est impossible d'écarter la figure d'une résistance légitime. Donc moi, je finirai en proposant quelques pistes de discussion qui sont plutôt pour les juristes, mais enfin, si les historiens veulent contribuer, je suis d'accord. D'abord, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Parce que là, les États européens ne vont rien faire. C'est clair, les États arabes non plus. Les sanctions économiques, c'est bien gentil, mais quand constatera-t-on l'impact de ces sanctions économiques? Là, je veux dire, les gens de Gaza vont mourir, tous, dans 2 ou 3 mois. C'est possible. Donc il faut une intervention.
Alors comment se baser juridiquement? Après, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi sur le principe, mais juridiquement, comment est-ce que peut construire ce discours de justification d'une forme d'intervention? D'abord, on pourrait insister sur cette idée de résistance armée. Vous savez que dans le droit des peuples, la lutte contre une occupation coloniale est légitime. La lutte armée. Et les États sont même censés, dans ce droit, soutenir le peuple qui cherche à s'émanciper. Bon, ici, les mouvements armés sont considérés comme terroristes. Donc je pense qu'il faut déjà commencer à réfléchir à cette caractérisation. Alors je ne dis pas que la France demain doit livrer des armes au Hamas, mais je dis au moins qu'il faudrait arrêter de considérer ceux qui se battent comme terroristes. Deuxième piste, qui est évidemment plus acceptable politiquement en Occident, il faut exiger plus de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale doit aller plus loin. Elle a adopté une résolution ce matin, je crois. Bon, c'est très bien, mais elle doit aller plus loin. Le Conseil de sécurité est bloqué. Le Conseil de sécurité est bloqué et l'Assemblée générale a déjà invité une sorte d'embargo sur les armes, à des sanctions économiques, ce qui d'ailleurs permet de justifier l'action des États du groupe de la Haye et en partie celle du Yémen avec son blocus en mer Rouge. Mais face au blocage du Conseil de sécurité, l'Assemblée générale peut et doit aller plus loin. Elle l'a déjà fait dans des circonstances certes historiques tout à fait différentes lors de la crise de Suez. Elle pourrait tout à fait adopter des mesures telles que la création d'une opération de maintien de la paix ayant un mandat d'emploi de la force suffisant. Ça a déjà été fait en situation génocidaire. La force prenu pouvait employer la force pour aider à délivrer l'aide humanitaire dans l'ex-Yougoslavie. Vous me direz, ça n'a pas très bien marché. Mais bon, ça a existé. Même chose pour la Minuar pendant le génocide des Tutsis au Rwanda. Une opération de maintien de la paix avec un emploi de la force étendu, enfin plus étendu qu'habituellement. Bon, ici, il s'agirait bien entendu de forcer le passage de l'aide humanitaire. Est-ce qu'on va rester comme ça à voir les gens mourir parce qu'ils ne peuvent pas manger, alors qu'il y a tous ces camions aux bordures de Gaza, Bon, évidemment, je ne me fais pas trop d'illusions sur le succès d'un tel projet, mais je pense qu'il faut avancer l'idée. Je ne suis pas la seule, Francesca Albanese l'a déjà fait. Et l'Assemblée générale pourrait aussi, je pense, plus largement autoriser la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne, puisque c'est cette maîtrise du ciel qui permet à Israël de tout faire. Et une zone d'exclusion aérienne, ça a l'air gentil comme ça, mais évidemment, ça exige un engagement militaire. Enfin, dernière idée, c'est de ressusciter, bon, j'aime pas trop cette notion, mais bon, ressusciter la notion d'intervention d'humanité. On n'entend plus parler de l'intervention d'humanité, ça a complètement disparu des radars. Il en était question tout le temps au moment du Kosovo, il en était question tout le temps au moment de la Libye. Bon, là, ça a complètement disparu, sauf que certains citoyens ou certains peuples, bon, je pense à la flottille, je pense à la caravane Al-Soumoud, prennent en charge finalement cette idée d'intervention d'humanité. Mais ça n'ira pas, ça ne suffira pas. Les États doivent projeter une intervention d'humanité. Et ce thème doit être porté par nous aussi. Ça ne suffit pas de dire cesser le feu, c'est insuffisant. Je pense que cette idée d'intervention humanité, qui est un peu douteuse en droit international, c'est quand même un peu délicat, mais elle pourrait être soutenue par la référence à un principe de légitime défense collective. Je constate que beaucoup d'États aux Nations Unies considèrent qu'Israël est en situation d'agression. Si Israël est en situation d'agression de la Palestine a un droit de légitime défense, et un droit de légitime défense éventuellement collectif. Donc juridiquement, ça pourrait tenir la route. Donc voilà mes 3 idées. Je m'arrêterai là parce que je pense que le droit ne doit pas qu'être discuté. Il faut essayer de s'en servir pour non pas convaincre les responsables politiques, parce que ça, je crois que c'est totalement impossible, mais au moins faire avancer certaines idées qui les mettent en difficulté. Je vous remercie.